Jean-Pierre Martin, merci d'être avec nous aujourd'hui. Grand journaliste, grand reporter, responsable de l'info internationale chez RTL TVI, couvert plusieurs grands conflits, Afghanistan, Rwanda, vous avez même été là où l'État, beaucoup en Syrie, là où l'État islamique était, en Israël, en Palestine, à Raqqa, oui bien sûr. Alors comment ça va aujourd'hui? Où ça? En Belgique. Mais en Belgique, ce n'est pas mon terrain d'investigation. Donc, je ne suis pas très compétent pour parler de la Belgique, sauf des problèmes que j'ai découverts dans ce pays, après les avoir vus essentiellement en Orient, à savoir la montée de l'islamisme. Et ça, bien sûr, c'était l'objet de mon premier livre avec Christophe Lamfalussy, où on relatait un peu l'histoire du terrorisme jusqu'aux attentats de Paris et Bruxelles. Et puis celui-ci qui concerne l'école, c'est-à-dire notre avenir plus que jamais, mais un avenir aussi compromis par l'idéologie et par l'islamisme. Donc ce bouquin s'appelle « Allah n'a rien à faire dans ma classe ». Sous-titré « Enquête sur la solitude des profs face à la montée de l'islamisme ». C'est bien de le préciser parce que parfois on est très réducteur avec uniquement ce titre. Est-ce qu'on n'aurait pas pu étendre cette enquête et parler de Dieu en général ou d'une religion en général ? Mal nommer les choses ajoute au malheur du monde, a dit Albert Camus. Et c'est la phrase qui me ressemble, en tout cas à laquelle j'essaie de ressembler. C'est ma devise. Je pense qu'il fallait nommer les choses. Alors, oui, bien sûr, il y a des faits d'extrémisme de droite. Il y a aussi, d'un point de vue religieux, la montée des évangéliques, des protestants évangéliques, mais ces évangéliques qui ont les mêmes positions de déni par rapport à la science, le même mépris des femmes, en tout cas leur envie de soumettre la femme de la même façon, sont encore minoritaires dans notre Europe et en particulier en Belgique. Donc j'ai choisi de parler de ce qui était le plus préoccupant, le plus prégnant, c'est-à-dire l'islamisme. Voilà, on est d'accord. Qui n'est pas l'islam, et je précise que ce n'est pas à la fois qu'effectivement aujourd'hui, c'est pas de la foi dont nous devons nous méfier, c'est une liberté fondamentale, j'y suis très sensible, et j'ai énormément de respect pour ceux qui font de leur vie une vie de foi. Mais en l'occurrence, il ne s'agit pas du tout de la foi, il s'agit d'une véritable idéologie, une idéologie totalitaire qui a d'abord imprégné le pourtour méditerranéen et puis qui est arrivée chez nous dans les années 80 et qui n'a cessé de croître et surtout d'empêcher les populations d'origine ou de culture musulmane qui s'implantaient chez nous, qui les empêchaient de s'émanciper et qui les empêchaient surtout de vivre leur foi dans le fort intérieur, dans la maison, au sein de la famille, mais qui les a obligés à pratiquer une norme vestimentaire, une norme alimentaire et une norme pour toutes les circonstances de la vie et de la journée, et qui a pour conséquence de séparer ces populations, de nous séparer en tout cas, et de compromettre gravement le vivre ensemble. Alors on est d'accord, et ça je le précise, que ce n'est pas un pamphlet contre l'islam, mais contre l'islamisme, qui en est une dérive. C'est extrêmement important, nous ne cessons de le répéter dans le livre, et d'ailleurs ce livre est surtout dédié à ces populations de confession ou de culture musulmane et à ces professeurs de nouveau de confession ou de culture musulmane, parce que ce sont les premières victimes, ce sont eux qui sont montrés du doigt, ce sont eux qui sont empêchés d'enseigner, ce sont eux qui sont la cible de menaces de mort, comme je le répète dans ce livre. Donc, si on devait cibler, on a ces professeurs-là, est-ce que le livre a aussi une destination pour les décideurs politiques ?
Ben, bien sûr, oui. Bien sûr que c'est un livre qui doit faire débat. Je crois qu'il a fait débat. Je crois qu'il fait débat, même si une partie de la gauche, appelons-la comme cela, conteste le caractère scientifique du livre. Moi, je suis un journaliste. Je ne suis ni anthropologue, ni sociologue. Je n'ai pas mené une enquête statistique, mais simplement, en tant que journaliste, j'ai recueilli des témoignages, énormément de témoignages, aux quatre coins de la Belgique francophone, et bien sûr à Bruxelles, et la reproduction de ces témoignages, leur récurrence, je crois, donne du crédit à ce que nous écrivons, à ce que nous relatons dans le livre. Dans ces témoignages, je crois savoir qu'il y a en tout cas une anecdote qui m'a marqué, c'est cette petite fille qui à l'école ouvre sa boîte à tartines dans laquelle on voit une tranche de jambon. Et où j'ai entendu ce témoignage-là. Oui, c'est un témoignage dont j'ai beaucoup parlé. Ce sont des enfants dans une école de Bruxelles qui sont confrontés dès le plus jeune âge. Parce que le fait de l'islamisme en classe est aujourd'hui prégnant dès le plus jeune âge. Même de l'école maternelle, nous n'avons pas parlé. Nous aurions peut-être dû, parce que par la suite, des professeurs m'ont bien sûr envoyé du courrier, m'ont relaté leur propre expérience. Là, en l'occurrence, il s'agissait tout simplement d'une boîte à tartines qui s'est ouverte malheureusement à l'heure du déjeuner et qui est tombée sur une autre boîte à tartines d'un petit bambin qui lui avait dans sa boîte à tartines du pain, mais avec des aliments qui étaient halal, alors que ceux de la petite fille, dans la boîte de la petite fille, il y avait du jambon. Ce qui a, dans un premier temps d'abord, suscité l'effroi du petit garçon d'origine musulmane qui pensait avoir péché. Ses parents mis au courant sont arrivés à l'école, en ont fait un scandale et il a fallu effectivement dans cette école trouver une solution pour séparer les boîtes haram et les boîtes halal. Voilà, nous en sommes là. Est-ce que, du coup, vous plaidez pour une laïcité étatique? On sait qu'il y a la loi de la laïcité qui est apparue en 1905, en tout cas en France. Est-ce qu'en Belgique, c'est recommandable? Je n'ai pas d'avis vraiment je n'ai pas encore d'avis tranché sur la question, sauf sur un point, c'est que la laïcité, c'est l'école de la tolérance. La laïcité, c'est le respect de l'autre, c'est le respect de ses croyances, mais c'est aussi le respect des valeurs qui font que nous ensemble, nous vivons et que nous faisons société. Donc la laïcité est fondamentale au sein de l'école. En France, c'est vrai, on peut en parler, la France est beaucoup mieux armée. J'étais en France il y a une semaine au Sénat français pour parler de la situation en Belgique et la comparer la situation vécue par les enseignants en France. Il y a toute une série de lois qui structurent la laïcité, ce qui n'empêche pas les problèmes, ce qui n'a pas empêché la mort de l'assassinat de Samuel Paty et de Dominique Bernard. Mais ça n'empêche qu'il y a débat, parce que c'est la France, parce que effectivement il y a cette capacité à discuter, à confronter les points de vue, alors que chez nous, nous les taisons, et plutôt que de les affronter, ou en tout cas d'en discuter ou de les remettre en question. Donc la laïcité à la française, elle protège effectivement et les enseignants, et les enfants, et la population dans son ensemble, même si elle fait l'objet de coups de boutoir de la part des mouvements islamistes et des frères musulmans en particulier. Mais c'est une véritable armure. Nous n'avons pas cette armure. Alors on a le concept de neutralité, mais qui est remis en question justement par les islamistes, par une partie de la gauche, de certains mouvements féministes qui ne voient pas les dérives que cela peut
peut produire et les conséquences que cela peut avoir, puisque ces mouvements d'opposition à la laïcité, on va dire qui est exclusive, prônent la laïcité inclusive, c'est-à-dire la négation de la laïcité, parce que laïcité inclusive voudrait dire tout simplement que selon l'autre formule consacrée, les accommodements raisonnables devraient l'emporter et permettre toute une série de dérogations qui videraient la neutralité belge de tout son sens aujourd'hui. On parle de neutralité dans l'enseignement. Est-ce que les enseignants sont assez préparés? Est-ce qu'ils sont protégés, munis pour faire face à ce genre de tension? Non, ni en France ni en Belgique. Les cours sur la laïcité ne sont pas suffisamment étoffés, d'une part, parce qu'on a considéré que c'était une chose acquise. Et donc, à partir de là, on n'a pas renforcé cette conscience de la laïcité et des valeurs qui vont avec, celle du respect, celle de la liberté de conscience, la liberté d'opinion. Et malheureusement, effectivement, l'effort devra porter sur la consolidation des cours de laïcité pour les enseignants, que ce soit du primaire ou que ce soit du secondaire. Ce sera extrêmement important, c'est un défi de demain, en Belgique comme en France. Et puis un des éléments aussi, c'est que, comme je disais, la laïcité, on a un peu perdu le sens de ce mot. Et de surcroît, la laïcité est aujourd'hui mal perçue par les jeunes générations. Je posais la question dans le livre où nous sommes posés cette question avec Laurence, est-ce que la laïcité n'est pas une histoire de vieux? Bien malheureusement oui. Oui, malheureusement, parce que les jeunes générations, surtout depuis la fin des années 80, considéraient que le monde global, le monde sans mur, le monde était un monde qui était multiculturel et qu'il n'y avait aucun souci à se faire et que la liberté fondamentale devait être supérieure à l'esprit de laïcité. Et donc, ces plus jeunes, qu'ils soient lycéens, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient professeurs, considèrent que la laïcité ne devrait en fait plus avoir cours, en tout cas n'a plus le sens que nous donnions. Troisième élément, c'est vrai aussi que des mouvements très à droite récupèrent aujourd'hui le mot laïcité par l'islamophobie. Je déteste ce mot-là parce qu'il n'a pas beaucoup de sens, mais en tout cas par détestation de l'autre et en particulier des populations de confession ou de culture musulmane. Donc trois arguments effectivement qui affaiblissent aujourd'hui très fortement le principe de laïcité qui est un beau principe et qui n'empêche pas effectivement à l'intérieur du respect des lois de pratiquer sa religion comme on l'entend, mais dans le respect de la vie de la société. Est-ce qu'il faudrait alors considérer que la religion relève uniquement du domaine privé? Qu'on ne l'affiche pas, qu'on n'expose pas sa tendance? Pas seulement parce que, bien sûr, que la religion est d'abord une chose privée, mais la religion, elle fait partie de notre histoire. Elle était présente à peu près en même temps que l'homme est apparu sur Terre avec ses divinités, avec ses dieux, autant des Grecs, autant du paganisme, autant à tous les temps, il y a eu ce rapport à la mythologie, ce rapport à l'inconnu, ce rapport à la question fondamentale. Est-on seul dans l'univers? Que devient-on après la mort? Et donc la religion, elle fait partie de notre histoire. Elle était à l'origine de guerres terribles, comme la guerre de 100 ans, la guerre qu'ont opposé les protestants et les catholiques, par exemple. Donc, la religion doit être enseignée, mais doit être comparée, elle doit être enseignée,
elle fait partie de l'histoire. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est ça qui est fabuleux à enseigner. Donc la religion fait partie de l'histoire, c'est ça qui est fabuleux à enseigner et peut-être envisager un cours d'histoire des religions. Mais comment fait-on quand on a des familles qui s'opposent à certaines fêtes, à certains contenus, au nom justement de leurs convictions religieuses? Eh bien, il faudra être ferme. Il faudra être ferme et rappeler les valeurs qui nous unissent, c'est-à-dire cette laïcité et la liberté, effectivement, de croire, mais dans le respect de la liberté de l'autre et dans ce socle commun qui est notre société. Voilà. En 1997, on a Samuel Huntington qui parlait du clash des civilisations et de cette fameuse guerre de religion, entre autres. Est-ce qu'on est dedans, dans ce clash des civilisations? Clash des civilisations, fin de l'histoire. En tous les cas, on n'est pas de la fin de l'histoire, puisqu'aujourd'hui, vous voyez à quel point cette histoire issue du passé nous explose à la tête, que ce soit en Ukraine, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit un peu partout dans le monde, en Chine. Donc, il y a effectivement une opposition culturelle qui est aujourd'hui extrêmement prégnante dans la société, qui est renforcée par la crispation que l'on perçoit tous les jours dans certains débats politiques et bien sûr la façon dont ils sont relayés avec violence sur les réseaux sociaux. Donc, est-on dans un choc de civilisation? Oui, on est dans un monde qui n'est plus global aujourd'hui. On est dans un monde entre un sud global contre un monde occidental, avec une opposition des valeurs, et un monde, pour parler de lui, oriental ou musulman, qui se cherche toujours et qui n'a toujours pas atteint qui n'est pas toujours sorti de ces régimes extrêmement durs et dans l'ensemble peu démocratiques, parce que les deux vont ensemble, l'islamisme et le maintien de régimes non démocratiques. Certains préconisent que pour éviter ce choc de civilisation, on ne parle plus de certains phénomènes, on ne parle plus d'histoire, de l'évolution, de la Shoah, de sexualité, donc on exerce une forme d'autocensure. Quel est votre avis là-dessus? L'autocensure, elle n'existe que par ceux qui la pratiquent. Donc notre rôle, journaliste, intellectuel, politique, professeur, bien entendu, c'est d'éveiller les consciences et d'apprendre aux enfants à penser par eux-mêmes. Mais il est vrai que nous baignons depuis une vingtaine d'années dans l'importance venue des États-Unis, essentiellement du monde anglo-saxon, de la cancel culture, qui a totalement remis en question un certain nombre d'idéaux, un certain nombre de valeurs, au nom de libertés particulières qu'il fallait préserver ou rétablir plutôt dans leurs droits historiques et dans leurs droits privés. Mais qui malheureusement, aujourd'hui, mettent à mal ce socle de la société et l'esprit commun. On arrive bientôt à la fin de l'interview, mais j'ai encore une question. Vous prenez votre boule de cristal. Comment est-ce que vous envisagez l'avenir? Je l'envisage toujours avec optimisme, parce que j'ai l'optimisme chevillé au corps. Je pense que l'histoire, et j'en parle beaucoup parce qu'elle nous nourrit, nous enseigne que nous vivons des cycles au cours d'un siècle ou de plusieurs siècles, et que d'une part
le bon sens devrait, j'espère, prévaloir, que dans ces antagonismes que nous ressentons très fort aujourd'hui, entre des blocs, entre des continents, entre des religions, entre des modes de pensée, que non pas ils s'estomperont parce que de là naît effectivement le débat, mais qu'en tout cas ils parviendront à retrouver des lieux de dialogue. Donc moi je reste optimiste, mais peut-être pas dans l'immédiat parce que nous sommes en plein dans ces multiples confrontations où la religion n'est qu'un des éléments, mais elle est tellement importante parce que, encore une fois, l'avenir, il appartient aux enfants d'une part, mais c'est leur avenir, c'est des enfants qu'il s'agit, et c'est d'eux dont il est question aujourd'hui dans le type de chemin que l'on va emprunter pour sortir de ce chaos. Les enfants devraient être au cœur d'absolument toutes nos priorités. Un intellectuel extraordinaire comme Pierre Nora, qui vient de disparaître, en avait fait sa devise principale. C'est un intellectuel qui m'a beaucoup nourri et qui se trouve être un homme à la fois de bon sens, de pensée, un homme à la pensée qui est non pas prudente, mais en tout cas imprégnée de cette bienveillance à l'égard de l'histoire et des hommes pour dans un seul but, c'est faire progresser la société et faire en sorte que tous les citoyens effectivement participent dans ce mouvement de progressisme qu'on ne voit pas à l'œuvre aujourd'hui, puisqu'on est confronté à une extrême droite extrêmement violente, et de l'autre côté, une extrême gauche extrêmement violente, si pas encore plus violente, qui s'alimente toutes les deux au détriment de la démocratie. Donc oui, on est à un moment charnière, et il va falloir passer ce gué en se noyant pas. Et je crois qu'un des combats à travers ce livre aussi, ou une partie de ce livre, c'est justement de mettre en évidence cet islamisme qui, encore une fois, comme nous le disions au départ, enferme une partie de nos concitoyens dans une idéologie, dans un monde qui est passé, qui n'est pas compatible avec cette bienveillance, avec cet esprit commun que nous voudrions voir émerger une fois ce chaos amoindri. Pour terminer, si vous deviez dire quelque chose à celles et ceux qui vont nous regarder, quel serait votre message de conclusion à propos de votre livre, à propos de la société, si c'est un encouragement, un conseil, qu'est-ce que vous souhaiteriez adresser à ces personnes qui nous regarderont? Je pense que le sens de la vie, où je ne parle pas moi, c'est d'être à l'écoute du monde et de cette humeur du monde que l'on voit autour de nous tous les jours, et d'y être attentif et de ne pas sombrer dans ce défaitisme comme on l'entend beaucoup, ou je l'entends beaucoup ces dernières semaines, à savoir, je ne veux plus rien savoir, le monde est trop compliqué, je vis ma vie et je ne veux plus m'impliquer. Or, plus que jamais, nous avons besoin de citoyens qui soient en alerte, de citoyens qui soient des femmes et des hommes, qui prennent conscience du monde dans lequel ils évoluent, dans lequel ils vivent, qui développent, qui pratiquent
cette chose tellement précieuse qui est la liberté de conscience et donc la liberté tout court. Merci Jean-Pierre Martin.